en profiter pour ouvrir une série de grands débats intellectuels, des formes d'agora de la culture mensuelle. Dorine l'a dit tout à l'heure, elle est une grande pionnière en la matière qui organise ces séries de conférences appelées Lengue et que je suis avec beaucoup d'intérêt et sur des thèmes très actuels avec de fortes personnalités qui croisent leur regard sur des sujets avec des recommandations extrêmement utiles. Je pense que nous pouvons trouver la meilleure formule ensemble pour organiser mensuellement de grands débats sur des sujets et puis inviter des Sénégalais, des Africains de partout, échanger. Je pense aussi que je vais beaucoup m'appuyer sur ces hommes et ces femmes de qualité ici présents, en plus des universitaires du ministère, je le dis avec insistance, pour lancer la nouvelle revue panafricaine des arts et de la culture. À la décentralisation, j'avais créé cette revue-là, que j'ai appelée la revue de la décentralisation et développement local, l'Euro, en poulard, la lune qui nous éclaire le chemin dans l'obscurité. J'avais conduit ça moi-même, et même pris un universitaire comme directeur de cabinet pour en faire le directeur de publication. J'étais à l'époque Rambert. Et j'ai pris, vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait des commandes. J'ai identifié, c'était sur la décentralisation, de l'ère précoloniale à maintenant, j'ai identifié de Djibril Tamsir Niane, en passant par les universités, des juristes, économistes, littéraires, aménagistes. J'ai ciblé une bonne cinquantaine de personnalités. Et j'ai adressé des lettres de commande pour des articles et des sujets clairs. J'ai demandé au professeur Djibril Tamsir Niane de me faire un article scientifique normé sur la décentralisation en Afrique précoloniale, l'exemple du Mandé. J'ai demandé au professeur Aboubakri Moussa Lam de m'en parler dans l'approche égyptologique. J'ai demandé à d'autres, Saint-Louis, partout, les professeurs de la fac de droit, tous les responsables de master. Les résultats, on se retrouve avec un premier numéro, retenu par le CAMES, de presque 500 pages, avec une partie maintenant liée au récit d'hommes d'expérience des administratifs. Donc je demande au secrétaire général, qui est l'actuel gouverneur de Thiès, de me faire un article sur l'expérience d'un préfet devenu secrétaire général du ministère de la décentralisation. C'est-à-dire cette mutation, son expérience. D'autres me font le point sur les mécanismes de financement du PNDL et ainsi de suite. Et le résultat était beau. Je vais stabiliser ça, créer un budget. Je suis parti, ça a disparu. Voilà, et je pense qu'on aurait dû aujourd'hui avoir une des revues les plus fortes, les plus puissantes en Afrique sur la décentralisation et le développement local. Les jeunes aujourd'hui, de façon classique, leur monde est le monde virtuel. Et ils sont la majorité. Comment les reconnecter avec leur patrimoine, leurs valeurs, leurs traditions? Comment le faire? Faisons de très beaux livres, oui, mais qui les lit? Peut-être nous. Comment simplifier notre approche pour faire du contenu de nos productions des moments de loisirs et de découverte et de bonheur pour cette majorité qui est déconnectée, qu'on doit reconnecter. C'est là où le président de la République, personnellement, dès ma prise de fonction, m'a dit: Aliou, je tiens beaucoup à la digitalisation du patrimoine historique. Lui-même a contacté, avait reçu en France un grand groupe, c'est un des plus grands groupes d'Europe, des exploreuses, avec des dispositifs logistiques impressionnants en relation avec l'UNESCO. Et nous travaillons avec le groupe 2STV, avec LHDI. L'AFD doit financer. J'ai déjà fait les requêtes qu'il faut avec l'AFD, d'exploreuses. On est en train de finaliser le montage de ce dossier-là pour, en fait, digitaliser notre patrimoine historique, mais aussi avoir une approche d'inondation du contenu par rapport à ces jeunes et là où on les trouve. Ce n'est pas pour rien qu'en venant ici, je demandais à ma cellule digitale de m'identifier parmi les plus grands influenceurs du Sénégal. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un impact de FESNAC et partout, certes. Nous avons engagé beaucoup d'autres propositions. En tout cas, j'ai senti dans nos interactions au quotidien un chef d'État très engagé pour donner les moyens nécessaires au développement de la culture. Le reste, maintenant, l'augmentation du budget, vous savez l'augmentation du budget, tout ça dépend du dynamisme du secteur. Il y a ce qu'on appelle les arbitrages budgétaires là. Mais chacun vient avec ses idées, avec ses trucs, mais il faut occuper le secteur pleinement, faire sa place, quoi. Avec des arguments, des propositions, faire le lobbying et le réseautage qu'il faut pour voir les questions bouger. Le président, il est là pour tout le monde.
tous les secteurs sont prioritaires pour le président de la République. Il définit la politique de la nation et chaque ministre compte. Maintenant, à chacun de voir comment développer la stratégie la plus appropriée, capable de capter beaucoup de fonds, mais également capable aussi de permettre des arbitrages favorables au secteur qu'on lui a confié. Les liens entre la culture et la diplomatie évoqués par le professeur Wan, en fait, c'est ça véritablement un des éléments majeurs de la mission de ce département-là. Le rayonnement diplomatique du Sénégal, pour moi, passe profondément, fondamentalement, par ses atouts culturels et ses performances sportives. Ce sont des outils dont nous disposons. On doit avoir même l'ambition d'avoir des instituts ou des centres culturels sénégalais à l'étranger. On doit revenir à l'organisation de la semaine culturelle sénégalaise à l'étranger. Je n'exclus pas cette année-là son organisation dans un pays africain où nous y serons peut-être par centaines. De toutes les façons, j'ai eu le bonheur d'avoir été désigné par le Premier ministre pour accueillir le Premier ministre du Cap-Vert lors de son passage à Dakar. Nous en avons parlé. Il a tellement apprécié l'idée. Il m'a dit, si vous voulez faire le Cap-Vert, l'État prendra toutes les dispositions pour un excellent séjour du Sénégal chez vos frères et vos sœurs. C'est une idée. Nous parlons de Côte d'Ivoire, nous parlons du Maroc. Je pense que c'est important que l'on puisse avoir des interrelations pendant une semaine dans un pays et voir après comment, ou dans un pays d'afro-descendants dans le monde. Parce que la diplomatie, c'est comme la culture. Il n'y a rien n'est cher. On ne peut pas raisonner en termes d'argent, on investit tout de suite, ça génère tout. Non, non. Ce qu'on investit génère après. Et ça peut me générer maintenant tout de suite. Les deux tables rondes avaient pour objectif de traiter de la question des patrimoines, mais ensuite d'aller à la créativité et de poursuivre vers l'entrepreneuriat. Parce que nous savons tous que nous avons l'obligation de conserver notre patrimoine, de nous appuyer sur ce patrimoine pour être créatifs et aller à la conquête de nouveaux mondes avec nos produits culturels. Et c'est pourquoi moi, j'avais choisi de travailler sur l'industrie culturelle et créative dans le cadre de l'entrepreneuriat pour essayer de comprendre quels sont les leviers sur lesquels nous devrions travailler au niveau national pour pouvoir exploiter tout le potentiel que nous avons au Sénégal. Parce que le Sénégal a rayonné à travers le monde, ce n'était ni à cause d'une démographie extraordinaire, encore moins d'une économie qui serait au devant, mais simplement parce que nous avons eu à produire des hommes de culture. Et ça, c'était important que nous puissions, nous, revenir aujourd'hui pour réfléchir sur l'économie de la culture en général. Et essayer de voir aussi la dimension qu'il y a dans la culture pour notre économie. Et ça demande un travail de définition de concept, un travail de promotion, de collecte et de diffusion de notre diversité culturelle. Donc aller vers la collecte de nos patrimoines pour essayer de produire et de proposer au monde un produit ou service culturel qui pourrait faire du Sénégal une nouvelle attraction. Il suffit simplement de prendre l'industrie du film aux États-Unis, ce que cela produit. Pourquoi nous, on a du mal à nous appuyer sur notre culture, à vendre notre culture, à vendre notre patrimoine. Mais nous n'avions pas cette approche mercantiliste de la dimension culturelle. Et maintenant, nous ne souhaitons pas perdre notre âme, mais il faudrait qu'on parte de notre culture pour exister, préserver nos valeurs et produire aux autres des produits qui sont d'essence culturelle. Mais plutôt que d'être dans le mécénat, qu'on puisse nous inscrire dans des logiques de rentabilité qui feraient que les entreprises culturelles pourraient vivre au même titre que les autres et pourraient même accéder à des financements au niveau de nos institutions financières et tout, parce que ce n'est pas encore le cas. Donc au-delà du mécénat, au-delà de l'initiative que nous portons très souvent parce que nous avons des croyances, je pense que le moment est venu de concevoir une industrie culturelle et créative par les entreprises, un écosystème d'entreprises qui nous permettent d'avoir des productions pour vos médias, des productions qui vont valoriser nos cultures et d'aller au-delà sur le port vestimentaire. C'est un ensemble de choses que nous sommes dans un monde de concurrence, un monde globalisé. Vous voyez quand Sadio Mané, par exemple, va au Ballon d'Or,
prendre son trophée en étant dans une tenue purement sénégalaise. Cela, ça montre simplement qu'il y a quelques années, il était question des 5 grappes de convergence qui auraient pu porter notre croissance. Cela n'a pas été fait, mais ça bouge. Effectivement, vous avez parfaitement raison et on pourra de plus en plus réussir à imposer notre valeur, à imposer notre façon de faire, mais en essayant d'avoir derrière ce que nous allons produire dans le cadre de nos entreprises avec un modèle économique qui pourra servir à tout le monde.